Alors, Boker Tov à toutes. Je suis très contente de vous retrouver pour notre série sur les Pirkei Avot, les maximes des pères. Alors, on a consacré tout le cours dernier à faire une introduction, en fait, pour bien comprendre, en fait, dans quel cadre nous ont été donnés les Pirkei Avot. Donc, finalement, ça a été finalement tout un cours d'introduction sur ce qu'on appelle la Torah orale. Et je vous remercie pour celles qui m'ont écrit des messages voilà, par rapport au cours parce que ça leur a appris beaucoup de choses. Et je trouve que, alors c'est vrai que je fais des introductions un peu longues, en général, de manière générale, que ce soit pour vous, pour les calottes, pour les bat mitzvahs, pour tous les publics auxquels j'enseigne. J'aime beaucoup faire de longues introductions parce que pour ma part, j'aime bien comprendre dans quel contexte les choses ont été dites. Voilà, ça me permet en fait d'avoir le cadre et après d'être bien à l'aise après pour rentrer dans le texte. D'accord? Donc, cette semaine, ce qu'on va faire, c'est que on va rentrer directement dans le texte, d'accord? Et je vais l'étudier en deux parties. Alors, je vais vous montrer, je vous ai préparé une petite, voilà, une petite présentation. Hop, je l'ai faite vite fait ce matin, mais au moins comme ça, vous avez tout. Hop. Donc voilà, Pirkei Avot, les maximes des pères. Donc ça, c'est ce qu'on va étudier ce matin. Donc, je vous le lis en hébreu, je vous le traduis en français et ensuite je vais vous expliquer donc quelle va être la structure du cours. Donc, en hébreu, ça donne Moshe kibel Torah misinaï, Msara le Yoshua, Yoshua les Skenim, Skenim les Neviim, Venvim, Masrou les Anshe Knesset Agdola, Meru Shlosha Devarim, Evu Metunim Badin, Ve'amidu Talmidim Harbe, Ve'asu Sayag la Torah. Donc, Moïse a reçu la Torah au Sinaï. Mi-Sinaï veut dire du Sinaï, en fait. D'accord? Mais on va traduire par au Sinaï. L'a transmis à Josué. Josué l'a transmis aux Zkenim. On a expliqué que les Zkenim, en fait, c'est pas vraiment les anciens, mais Zekana Chochma, ce sont les sages qui se sont installés autour de Yoshua, de Josué. Les anciens ont transmis aux prophètes et les prophètes l'ont transmis aux Anshe Knesset Agdola, les hommes de la Grande Assemblée. Nous avons expliqué un petit peu qui étaient ces personnes, les gens de la Grande Assemblée. On va repréciser ça encore aujourd'hui. Ils ont énoncé trois principes. Vous allez voir, ça va beaucoup marcher sur le rythme de trois. Le premier chapitre de Pierre Cavotte tourne toujours autour de trois. Et le Rav Lau explique. Donc, je ne vous ai pas montré la dernière fois d'où vient ma principale source. Alors, je vous avais montré celui-là de Madame Guggenheim, que j'apprécie beaucoup, notamment il est en français. Et puis, alors là, vous avez ce livre-là du Rav Lau, il y en a six, du Rav Lau, donc c'est en hébreu. Euh, et donc, lui, il explique pourquoi c'est souvent sur le rythme de trois, parce qu'en fait, l'individu a trois domaines de développement par rapport à lui-même, tout ce qu'on appelle le développement personnel, par rapport aux autres, d'accord? Donc tout ce qui est le développement relationnel et par rapport à Dieu, donc tout ce qui est développement spirituel, d'accord? C'est pour ça que ça va tout le temps tourner autour de trois, tout le premier chapitre de Pirkei Avot. Donc ils ont énoncé trois principes. Soyez circonspects dans votre jugement, ne jugez pas trop vite. Formez de nombreux élèves. Vous allez me dire, mais moi, je ne suis pas une rabbinite, ça veut dire quoi, former de nombreux élèves? Vous allez voir. Et enfin, faites une clôture autour de la Torah. D'accord? Donc, c'est ce qu'on va étudier aujourd'hui. Alors, pourquoi je vous dis que cette fois-ci, je vais faire un petit peu, on va dire, à l'envers? Parce que je vais d'abord expliquer la deuxième partie de la Mishnah. Et ensuite, je vais expliquer la première partie. D'accord? C'est-à-dire que je vais d'abord expliquer c'est quoi les trois principes. Et ensuite, on va s'intéresser à la chaîne de transmission. D'accord? Ce fameux Moshe, Yoshua, les Skenim, etc. D'accord? Alors, déjà, donc vous vous rappelez, on parle d'un groupe, donc les Anshe Knesset Aggedola. C'est un groupe de environ donc de 120 sages qui va durer environ trois générations, environ 100 ans, entre donc le moment où la prophétie s'arrête, c'est-à-dire après l'histoire de Purim, et donc le moment où les Juifs reviennent sur leur terre, la terre de Judée, après le premier exil.
Eh bien, je vous ai dit, ces groupes-là, cette période-là est une période très charnière et il va y avoir une espèce de groupe rabbinique de 120 sages qui va donc statuer, codifier la loi et ils vont nous dire donc leur leitmotiv. Quel est le leitmotiv de ces sages qui ont vécu à une période tellement charnière? Donc, c'est être circonspect dans les jugements, avoir beaucoup d'élèves et faire des barrières. D'accord? Alors déjà, en tant qu'être humain, euh, c'est trois choses dont on doit se souvenir tous les jours. Premièrement, être circonspect dans le jugement, on va expliquer, mais c'est en fait être à l'écoute de l'autre. Vraiment être à l'écoute, ne pas juger tout de suite, ne pas dire ah c'est bon, j'ai compris en 2 minutes, c'est bon, j'ai capté. Ou alors une personne va lui dire quelque chose et se dire non, de toute façon, elle, je la connais par cœur, je sais très bien où est-ce qu'elle veut en venir. Non, je ne sais pas. J'essaye d'avoir un regard vierge à chaque fois qu'on me propose, qu'on me présente des nouveaux propos ou un nouveau sujet. D'accord? Donc en fait, moi, en tant qu'éducateur, en tant que parent, j'ai cette obligation d'être à l'écoute. Les enjeux ne sont plus les mêmes. Les enjeux qu'on a vécu nous en tant qu'enfants et ceux que vivent nos jeunes, mais ça n'a rien à voir. Moi, c'est ce que je dis très souvent à mes enfants. Je leur dis, je suis admiratif. Vous êtes dans une société qui prône voilà, la superficialité, avec tous, bon, bah, au Hachem, moi, mes enfants, ils n'ont pas du tout de smartphone, tout ça. Ils ont encore un petit Nokia. Voilà. Et je leur dis vraiment bravo parce que vous survivez dans un monde auquel moi, je n'ai pas été confrontée. Je n'ai pas eu ce challenge-là. La première fois que j'ai eu un smartphone, j'avais quasiment 30 ans, d'accord? Et voilà, depuis, il est resté à peu près le même avec toujours WhatsApp dedans, c'est tout. Donc, je suis admirative, je m'adapte, je comprends quels sont les enjeux, je sors de ma bulle. C'est la première chose que ces Anshek Knesset Agdola nous disent. Sors de ta bulle, essaye de comprendre quels sont les enjeux des autres. Essaye de comprendre quels sont les combats des autres. Essaye de comprendre que ce qui pour toi est quelque chose de facile n'est pas forcément quelque chose d'évident pour l'autre. D'accord? Euh, donc, et témoigne ton admiration vis-à-vis des victoires de l'autre. Même si c'est pour toi, c'est quelque chose d'absolument gagné de dire, oh, mais ça va, de toute façon, qui a besoin de ces réseaux sociaux, c'est absolument débile, voilà, toi, ça ne te touche pas. Mais quand tu vois ta fille ou ton fils et qui autour de lui, voilà, tous les enfants commencent à s'y mettre et il se sent un petit peu outsider, tu lui mets une main sur l'épaule et lui dis, mais tu n'es pas un outsider, tu es quelqu'un, tu es très fort. Au contraire, mon fils, ma fille, je suis fière de toi. Mais pour ça, il faut que tu saches le reconnaître et sortir de ta bulle. Ensuite, avoir beaucoup d'élèves. Vous allez me dire, moi, je ne suis pas rabbinite ou quoi, mais je vais vous dire, on est tous et toutes le rab de quelqu'un ou la rabbinite de quelqu'un. Vous le savez très bien puisque en fait, il y a tellement de niveaux religieux et de niveaux de construction parmi le peuple juif que du coup, bah, très souvent, on se retrouve, même dans certains cercles, à représenter certaines choses. Et là, pour le coup, je m'adresse notamment aux francophones qui habitent en Israël. Je trouve que les Français, on a quelque chose de assez inédit à apporter à la société israélienne, puisque très souvent, dans le monde français, on n'est pas forcément tout noir ou tout blanc, comme souvent est la société israélienne. Bon, il ne faut pas non plus trop grossir les choses, mais c'est vrai que la société israélienne est très contrastée. D'accord? Et en fait, bah, le juif français, il arrive, donc la fille, elle est en jean au travail, mais elle dit, ah non, moi, je mange pas dans un restaurant s'il n'y a pas de théouda. Et là, tout le monde la regarde, mais quoi? Mais t'es en jean. Mais oui, mais moi, je fais Shabbat et je mange que s'il y a la théouda. Oui, mais attends, la dernière fois, tu nous as dit que tu es sorti dans une truc avec tes copains, tes copines, mais on comprend pas ce schmilblick là. C'est quoi ce schmilblick? C'est le schmilblick du français. Et je pense que le français, quand il arrive en Israël, a beaucoup à enseigner aux Israéliens de dire, bah, en fait, on n'est pas obligé d'être tout noir ou tout blanc, mais en fait, le but, c'est juste d'avancer. C'est juste de progresser. Et pas simplement s'enfermer dans une case. D'accord?
Donc voilà, se dire, tiens, quand le Pirkei Avot me dit et beaucoup d'élèves, et ben finalement ça s'adresse aussi à moi en tant qu'individu particulier sur mon lieu de travail, dans mon quartier, dans mon immeuble, dans mon voisinage, dans mon groupe de copines. Peut-être que, eh bien moi aussi je peux prendre ce rôle et je dois, j'ai la responsabilité de prendre son rôle, d'être la rabbinite de quelqu'un. Et enfin, des barrières. Mettre des barrières, on va expliquer ce que ça veut dire, mais en tant qu'éducateur, donc comme on a dit, il faut être à l'écoute, s'adapter, c'est la première chose. Deuxièmement, il faut former, c'est ce qu'on vient de dire. Je suis là pour former mes enfants, pour les aider à avoir une réflexion propre. Quand ils me disent, maman, qu'est-ce que tu penses de ça et ça et ça? Alors je leur dis, mais d'abord toi, qu'est-ce que tu en penses? Essaye déjà de réfléchir par toi-même. Vous voyez, par exemple, je vous donne un exemple. Une fois, j'ai un de mes enfants qui m'a dit, je vais aller dans tel yeshiva. Alors, c'est un choix très particulier qu'il avait fait. C'était un choix d'une yeshiva charédite, très, très stricte. Et en plus, où il passe le bac. Et c'est très, très rare en Israël. D'accord? Comme je vous dis, ici, c'est vraiment tout noir ou tout blanc. Donc, du coup, une yeshiva orthodoxe où il passe le bac, c'est de l'inédit, quoi. Et il nous a dit, je veux cette yeshiva. Alors, on était un petit peu interpellés et on lui a dit, mais pourquoi tu veux cette yeshiva? Alors, il dit, parce que je veux continuer d'étudier, étudier voilà, au grand niveau, d'accord, très bien, Kol HaKavod, mais je veux aussi avoir le bac. Ok, pourquoi tu veux avoir le bac? Je veux avoir le bac pour faire des études. Ok, pourquoi tu veux faire des études? Parce que je veux travailler. Ok, très bien. Pourquoi? Alors, et en fait, on essaie de pousser la réflexion sans rien dire. On ne dit rien. Sois circonspect dans ton jugement. Ne juge pas. Ne viens pas, toi, casser la réflexion de l'autre. Bref, je vous la fais courte. On pousse, on pousse, on pousse. Et il me dit, non, mais parce que tu te rends compte, quand je serai un adulte, il me faut un métier, il me faut une parnassa, parce que je ne vais pas être quelqu'un qui étudie à temps plein et qui finalement n'a pas d'argent pour acheter du shampoing au supermarché. C'était ça la conclusion. Donc on lui a dit, attends, donc ça veut dire que tu as choisi cette yeshiva parce qu'à la fin, tu veux acheter du shampoing au supermarché. Regarde, en fait, c'était quoi, qu'est-ce qui était derrière en fait? Maintenant, encore une fois, je juge pas, je suis là pour l'aider, je suis là pour l'orienter. C'est ça, Amidou Talmidim Harbe, on va expliquer, mais c'est surtout former quelqu'un, l'aider à avoir sa propre réflexion, à avoir un recul sur lui-même, être honnête avec lui-même, avoir une honnêteté intellectuelle. C'est ça, d'accord? Et faire des barrières en tant que parent, en tant qu'éducateur, c'est vraiment les protéger, puis codifier. Ce que les Anshek Knesset avec de là ont été amenés à faire à leur époque. Ils ont commencé à codifier toute la loi juive. Eh bien, le parent aussi, il va statuer à la maison certaines règles. À la maison, on ne parle pas comme ça. À la maison, on ne fait pas ça. Je me suis souvenue ce matin d'une des choses que ma mère me disait quand j'étais petite, j'étais jeune fille, et elle me disait toujours cette phrase. Elle me disait, chez nous, on n'est pas des gens ordinaires. Ça veut tout et rien dire, mais moi, je savais même pas que ça voulait dire des gens ordinaires, pas ordinaires, je sais même pas, mais c'était quelque chose, ouais, non, chez nous, on n'est pas des gens ordinaires, d'accord? Donc, vous voyez, c'est statuer, codifier, mettre des barrières. La responsabilité du handshake Knesset du parent, de l'éducateur, de la personne qui a un rôle, d'accord? Et on a tous et toutes un rôle à jouer dans le Ham Israël, c'est ça ce que nous disent les handshake Knesset c'est justement donc être capable de mettre des barrières et statuer certaines règles. D'accord? Alors, on va commencer par et vous, Metunim Badin, soyez circonspects dans le jugement. Alors, on est, comme je vous ai dit, tous le solliciter, tous le rabbin, la rabbinite de quelqu'un, tous le conseiller, la conseillère de quelqu'un. Voilà, juste pour vous dire, moi, depuis ce matin, donc ouais, il est 10h46, j'ai déjà eu 3 messages de personnes qui me demandent de parler de Shalom Bait. Donc bon, c'est un peu, voilà. 3 messages en urgence, j'ai besoin de parler de Shalom Bait, j'ai besoin de parler de Shalom Bait, j'ai besoin de parler de Shalom Bait. Un message j'ai besoin de conseils par rapport à ma fille. Et un message, j'ai besoin de conseils par rapport à l'ALIA. Vous voyez? Donc, il est 10h45, j'ai déjà eu 5 messages.
il faut absolument que je te demande conseil, d'accord? Alors, je suppose que c'est pas que moi, c'est vous aussi. Et on se retrouve en fait à devoir donc écouter une situation, l'analyser. Et Anne-Cheikh Nesset Agdolan nous dit, attention, il ne faut jamais te précipiter avant de rendre un jugement. D'accord? Alors, euh, donc, comme je vous ai dit, il y a plusieurs règles. D'accord? Quand quelqu'un vient te voir et te dit, ah, il faut que je te parle, j'ai besoin de te parler, donc on laisse de côté que c'est dans le cadre autorisé par rapport aux lois du langage. Vous savez que nous, les Juifs, nous faisons extrêmement attention aux lois de la médisance, aux lois du Lachon Hara. Mm. Il y a certains cas où nous avons besoin, entre guillemets, de extérioriser, de verbaliser certaines de nos problématiques, certains de nos problèmes. D'accord? Il faut connaître ces lois-là. Ça veut dire qu'on ne parle pas de de n'importe quoi, n'importe qui, de n'importe quelle façon. D'accord? Donc, disons que ça s'inscrit dans les lois autorisées par rapport au langage. En tout cas, une personne vient me parler, me dit, tu sais, je suis excédée parce que ma belle-sœur me fait des histoires. Ou bien, tu sais, je suis triste parce que mon mari manque de sensibilité. Ou bien une mère qui me croise à l'école qui me dit, oh là là, je suis tellement contrariée, la prof est méchante avec mon fils. D'accord? Je pense que c'est des situations qui vous arrivent absolument à toutes. D'abord, vous verrez que 50% du temps, la personne n'a pas besoin qu'on réagisse, qu'on lui donne notre avis, mais simplement qu'on l'écoute. Mais si vous savez le nombre de fois où une personne m'a remercié pour me dire ah là, merci de m'avoir donné l'occasion qu'on discute ensemble, on n'a pas du tout discuté ensemble. Mais vraiment. Elle a discuté toute seule, mais je l'ai écoutée. Vraiment, je l'ai écoutée et parfois j'ai même reformulé ce qu'elle m'a dit. Ah oui, je comprends, tu as été blessée parce que A, B, C ou D. D'accord? C'est-à-dire, j'étais vraiment avec la personne, elle n'a pas parlé toute seule. D'accord? Mais verbalement, elle a parlé, et concrètement, j'ai écouté, c'est tout. Mais 50% du temps, c'était tout ce dont la personne avait besoin. Et je vais vous donner une grande règle. Vous voyez, comme on a dit, codifier. Premièrement, ne donnez jamais votre avis si on ne vous l'a pas demandé. Et ça, c'est vrai pour tout, toutes les relations. Conjoint, relations filiales, un ado qui rentre de l'école, qui est très contrarié. Ouais, ma copine, elle m'a fait ça, 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 ça et ça. Parfois, on n'a rien dit. Mais l'enfant, après, il, il se remet à siffler, il se remet à faire ses devoirs, comme si c'est bon. J'avais juste besoin de sortir le paquet que j'avais sur moi, c'est tout. Et parfois, on court-circuite en voulant donner notre avis. Ah, tu sais, mais ta copine, tu devrais faire ceci, faire cela. Mais il t'avait rien demandé, en fait. Il t'avait rien demandé. Il avait juste besoin d'écoute. D'écoute. C'est tout. Donc, premièrement, on ne donne pas son avis si on ne nous l'a pas demandé. Deuxièmement, ça, je vous le dis, je vous en prie, je vous le redis 150 fois. Je vous en prie, ne faites pas des cours de Emouna quand des gens viennent vous rapporter leurs problèmes. Je vous ai déjà raconté cette histoire sûrement parce que moi, elle m'a beaucoup marquée. C'était une fois où j'étais en... Donc, c'était une époque où je travaillais beaucoup sur Jérusalem et je voyais des personnes, des conférencières, des rabbinites en enregistrement en studio et comment dire, je m'occupais de toute la production, le tournage, etc., puisque je m'occupais d'une plateforme qui faisait des cours de Torah pour femmes par les femmes en ligne. D'accord? Bref, je me retrouve en voiture avec une femme et j'avais laissé ma maison, mais je ne sais pas comment vous expliquer, c'était la guerre mondiale, le balagan, le linge, les chambres, la vaisselle. Et je suis partie en trombe et en me disant, bah, c'est bon, aujourd'hui, il y a une femme de ménage, il y a la femme de ménage qui vient. J'arrive dans la voiture et puis là, je reçois un texto de la femme de ménage. I'm sorry, I'm not coming today. Et là, je comprends qu'elle va pas venir.
Et qu'en fait, je vais avoir une longue journée à Jérusalem, revenir chez moi à, je sais plus, 18 h 19 h et avoir tout le linge et tout en branle et tout ça à faire. Et donc, elle me dit, qu'est-ce qui se passe, Joy? Je fais, oh là là, la femme de ménage, elle m'a plantée. Et là, elle me regarde, elle fait, oh, mais je comprends pas. Ah, et Tova. T'as pas de Emouna ou quoi? Si elle n'est pas venue, c'est pour le bien. Et là, j'avais envie de, je sais pas comment vous expliquer, de la jeter de ma voiture, dans le meilleur des cas, et dans le pire des cas, je sais pas. Et j'ai dû faire preuve d'une très très grande retenue pour après passer 1 heure de voyage avec elle sans, sans m'énerver. C'était pas ça dont j'avais besoin d'entendre. C'était pas du tout ça que j'avais besoin d'entendre. J'avais besoin d'entendre, vous savez, c'est encore une fois cette petite main sur l'épaule, de dire, ah là là, je comprends, c'est dur, mais t'inquiète pas, ça va aller. Hachem, il va te donner les forces. Mais je peux pas mettre la Emouna tant que j'ai pas mis la compréhension humaine. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça aussi, c'est ça. C'est ne viens pas donner ton avis, ne viens pas faire des cours de Emouna, ne viens pas faire des leçons de morale. Ah, mais je comprends pas, tu n'as pas de Emouna ou quoi? Non, écoute, écoute. D'accord? Et enfin, la troisième chose que je vous donne comme conseil que m'a donné le Rav Lemel à l'époque, qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé, et bien justement, quand on vient vous voir et qu'on vous dit, voilà, mon mari m'a fait telle et telle, telle chose, et qu'à la fin, on vous demande votre avis, qu'est-ce que tu en penses? Alors, le Rav Lemel m'a toujours appris cette chose, et c'est le, comment dire, ce que veut dire le Evum Etunim Badim. Il m'a toujours dit de toujours préciser, ah, alors regarde, si ce que tu dis est vrai, ou alors euh, par rapport à ta version, par rapport à ta version des choses, alors 3 petits points. Et les gens parfois se vexent. Comment ça par rapport à ma version des choses? Mais tu me crois pas? Tu crois que je suis une menteuse? Ben non, pas du tout. Mais comme chaque personne, tu es subjective. Tu as ta version des choses. Mais moi, j'ai pas entendu la version de ton mari, j'ai pas entendu la version de ta belle-sœur, j'ai pas entendu la version de la prof. Donc, je te donne mon avis, mais en partant du principe, en étant sur la réserve, que je n'ai entendu que ta version. Et ça, c'est extraordinaire. Parce que si après, la personne, elle dit, elle va dire, ah, mais même Joy m'a dit, ou même ma copine m'a dit que j'avais raison. Non, j'ai pas dit que tu avais raison. J'ai dit que si ce que toi, tu dis objectivement, c'est ça la réalité, alors 3 petits points. Mais n'oublie pas, je t'ai bien précisé que moi, j'ai pas entendu la version de l'autre personne. Parce que si tu me dis la prof est méchante avec ton fils, tu me rappelles d'abord les propos de ton fils dans sa sensibilité, dans le fait qu'il a 6 ans, 7 ans, 8 ans, et donc forcément qu'il vit les choses d'une manière complètement voilà, de son niveau. Mais tu me rapportes ça comme si c'était ça la réalité. Après, tu me demandes mon avis, je viens te le donner. Mais juste remettons les choses en proportion que j'ai entendu que ta version, enfin que la version de ton fils, qui en plus a été exacerbée par la sensibilité de la mère. Mais moi, j'ai jamais entendu la version de la prof. Si ça se trouve, le petit, il a été chenapan avant, donc c'est pour ça qu'il a été puni. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très important. C'est très, 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 très important de garder la tête froide, de ne pas rentrer ça, dans le scénario de la personne. Ouais, t'as raison. Non, mais franchement, oui, ton mari, il exagère, hein. Franchement, ah non, mais alors là, vraiment, dans ta belle-sœur, moi, j'aurais répondu, hein. Et même en public, hein. Non, mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. D'accord? Donc c'est ça, et vous métonime, bah Dine, écoute, ne va pas trop vite, ne donne pas ton avis si on ne te l'a pas demandé, ne viens pas faire des leçons de morale aux autres. Et surtout, quand on te demande ton avis, redis bien, écoute, d'abord, moi souvent je dis, attends, je ne sais pas, laisse-moi réfléchir. Parfois, ça m'arrive très souvent que dans un cours, par exemple un cours d'éducation, donc souvent dans les cours d'éducation, les questions, elles fusent, d'accord? Donc, disons, sur une quinzaine, une vingtaine de questions, en général, il y en a 2 ou 3, je dis, je ne peux pas te répondre tout de suite. Ou non, je n'ai pas la réponse. Ou il faudrait qu'on en discute un peu plus longuement. Mais je ne peux pas, non, je n'ai pas la réponse. Il ne faut pas avoir peur de dire, je ne sais pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses? Je ne sais pas. Pas obligé d'avoir réponse à tout. Vous voyez?
Et puis, à part ça, je vous donne un autre conseil. C'est quoi aussi, Evo Métonym Badin? Mais aider la personne à chercher la réponse qu'elle a à l'intérieur d'elle-même. Ça, c'est tout le principe du coaching. Tu devrais faire A, B, C ou D. Mais dans le fond, comment on peut prendre ce genre de responsabilité? C'est complètement fou. Et très souvent, la personne, dans le fond, elle a la réponse à la question. C'est juste qu'elle n'arrive pas bien à la chercher. C'est pour ça que moi, très souvent, quand on me demande conseil, je ne fais que reformuler ce que la personne vient de me dire. Je dis, regarde, tu m'as dit A, B, C, D, ok. Donc, est-ce que tu comprends que A et B, c'est cohérent, mais C et D, là, j'arrive pas très bien à comprendre dans quel contexte, pourquoi tu me dis ça. Et on pousse le truc, et on pousse, et on pousse, et on pousse. Mais en fait, moi, je viens pas de l'extérieur avec un avis d'extérieur. J'aide la personne à faire de l'ordre dans sa tête. C'est tout. Et je vous assure, quand vous faites ça, vous faites et vous, métonym badin. D'accord? Alors, ensuite, ve amidou talmidim harbe. À vous, talmidim harbe, ayez beaucoup d'élèves. Alors, comme je vous ai dit, bah, tu dis, bah, comment ça, beaucoup d'élèves? Moi, je suis quelqu'un, voilà, je travaille en bureau, j'étudie un peu de temps en temps, mais ça ne s'adresse pas forcément à moi quand on dit et de nombreux élèves. Alors, il y a écrit comme ça dans la Gemara, il y a écrit, si tu as des figues euh, chez toi et que quelqu'un veut en acheter, alors tu peux les vendre. D'accord? Et même si le propriétaire n'est pas là et que toi, tu es à côté de son cajot, tu peux les vendre à sa place. D'accord? Alors, que veut nous dire cette mara? Eh bien, ça veut dire que quand le propriétaire n'est pas là pour vendre des figues, eh ben, tu peux vendre à sa place. C'est-à-dire que même si on n'est pas rabbin, le peu de connaissances que l'on a, on se doit de le transmettre. D'accord? C'est un peu comme ce que je vous ai dit sur les lieux de travail et les autres contextes dans lesquels bah, finalement on a, oui, quelque chose à apporter. Il faut se poser la question et il ne faut pas avoir de fausse modestie. D'accord? En disant, mais moi, je suis personne, moi, je suis pas une rabbinite, je suis pas de truc. Non, il n'y a pas. Allez, vas-y. Moi, personnellement, quand j'ai commencé à enseigner il y a 10 ans, je connaissais rien. J'ai été ni à l'école juive, ni au séminaire. Et Rav Lemel, il m'a dit, est-ce que tu peux faire un cours sur la paracha? Je dis, bah, je sais pas. J'ai ouvert un livre et puis j'ai commencé à afficher. Et puis j'ai retranscrit comme ça. Et après, ça a duré pendant un an. Et comme j'aime bien, je m'amuse à le raconter, c'était un cours qui avait lieu bah, justement le dimanche matin. Et je mettais une semaine à le préparer. Un cours d'1 heure, ça me mettait une semaine. Ça veut dire après, je rentrais du dimanche vers midi chez moi et je commençais déjà à préparer le cours de dimanche d'après. Pour vous dire à quel point j'étais pas au point. D'accord? Donc, il faut se lancer. En tout cas, donc ça, c'est la première chose. Ensuite, que dit le Rav Lao? Le Rav Lao, il dit comme ça, il dit, c'est pas écrit à Midou Talmidim Arbe dans le sens ayez beaucoup d'élèves. Mais il y a une notion de léhamid. C'est quoi léhamid? C'est faire tenir debout. Léhamid, faire tenir debout. C'est-à-dire que lorsque tu transmets de la Torah, eh bien, le but, ça c'est très important. Le but, c'est de donner aux personnes qui étudient auprès de toi les outils pour avoir une indépendance, avoir de l'autonomie, grandir tout seul, c'est-à-dire lui fournir les kélim de sa construction personnelle. Et comme je vous ai dit, et je vous dis souvent, posez-vous la question, lorsque vous apprenez de la Torah auprès de quelqu'un, est-ce que vous sentez que cette Torah, petit à petit, vous transforme? Et si elle vous transforme, alors c'est que vous êtes sur le bon chemin. Il faut continuer d'apprendre auprès de cette personne. Alors, quel Rav Lau? Comme je vous l'ai dit, donc le Rav Israël Meir Lau, donc celui qui est rescapé de Buchenwald, qui habite d'ailleurs à quelques rues de chez moi. Et il a écrit donc Yachel Israël. C'est un set de 6 livres. D'accord? Donc ça, c'est que le chapitre numéro 1. Ouais, il est assez épais. Et je sais pas s'il est encore en vente. Nous, on a eu le plaisir de le trouver. Vous voyez, chez moi, il est raturé de tous les côtés. Et donc, c'est ça, c'est ce qu'il explique. Donc, et vous, Talmidim Arbe, il faut que l'étude de la Torah te rende indépendance, te fasse tenir debout.
comme un parent qui apprend à son enfant à marcher, bah, ça y est, une fois qu'il marche, et ben, ça y est, il peut courir, il n'a plus besoin du parent. D'accord? Et bien, de la même façon, on doit investir pour que nous, en tant qu'élèves, eh bien, finalement, ces cours-là nous fassent grandir pour pouvoir avoir notre propre euh, euh, construction et notre propre réflexion. D'accord? Je vous ai déjà dit que le Rav Yechezkiel, pardon, Abramski dit donc, c'est une phrase qu'on dit le matin dans la tefila, dans la prière. Leolam iye Adam, ire shamaim, beseter ou vegalouy. Qu'est-ce que ça veut dire? Une personne devra toujours être un homme qui a de la hirat shamaim, c'est-à-dire de la crainte du ciel, en privé et en public. Et le Rav Abramski explique ça, c'est notre feuille de route en tant que juif. D'abord, on doit se soucier d'aider nos enfants, nos élèves à être un homme. Léolam y est Adam. C'est quoi un homme? Équilibré, épanoui, bien avec lui-même, connecté à ses émotions, qui a de l'estime de soi, qui est capable de verbaliser ce qu'il ressent. Enfin, voilà, des choses, la base, la base, la base. Puis, la Hirat Shamaim, c'est quoi la Hirat Shamaim? C'est tout ce qui est le niveau spirituel de la personne. D'abord, dans l'intimité, avoir une vraie relation, une connexion avec Kadosh Baruch Hu. Et ensuite, en public. D'accord? Et des fois, en fait, on fait les choses à l'envers. On parle de Emouna, on parle de encore se renforcer dans la Torah, dans la Torah, dans la Torah, dans la Torah. Mais en fait, on n'a pas compris que la personne en face n'est pas construite. Vous comprenez? Donc en fait, elle est là, elle t'appelle, elle a un kissouille roche, elle a une perruque, elle a un truc, mais tu entends la personne au téléphone et elle te dit non, mais pourquoi je devrais faire des concessions avec mon mari? Alors tu lui dis bah je sais pas, parce que bah, la base dans un couple, c'est de faire plaisir à l'autre. Et évidemment que ce soit mutuel, mais alors, c'est pas, c'est Léola mi Adam, quoi. Je sais pas, c'est la base. Donc, entre guillemets, elle a, ils ont tout l'attirail, mais à l'intérieur, la construction, elle est défaillante. D'accord? C'est la raison pour laquelle, moi, personnellement, voilà, si souvent je reçois des demandes de cours, est-ce que tu peux nous venir nous faire cours là, 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 même dans d'autres pays qu'en Israël? Je refuse systématiquement. Bon, d'abord, je ne veux pas quitter Israël. Déjà. Donc, les rares fois où j'ai donné cours en dehors d'Israël, c'est parce que j'allais à une simra ou j'allais à une occasion particulière. Mais ça ne m'est jamais arrivé, à part une fois, ça m'est jamais arrivé de quitter Israël en dehors de ce but-là. D'accord? Donc, premièrement, souvent, je dis non. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Moi, je privilégie énormément tout ce qui est série de cours. C'est pour ça que j'ai ce cours du dimanche matin au Khajem depuis 4 ans. Vraiment, on progresse ensemble. Et moi, je progresse avec vous. Je suis la première à progresser. Parce qu'on est l'élève de soi-même. J'ai ces cours de Bat Mitzvah auxquels je tiens énormément, où pendant 2 mois, tous les dimanches soirs, elles ont 3 ateliers. C'est des ateliers de construction personnelle, le lien aux émotions, le lien aux autres, l'estime de soi, euh, le relation au corps, la gdoucha du corps, le lien à notre héritage. Mais tout ça, c'est des choses de base et j'ai une immense satisfaction de faire ces shiurim, de donner, enfin de les superviser, puisque moi, j'en donne que 4 ateliers sur 20 parce que les mères me disent, mais voilà, enfin, un programme qui se soucie de préparer nos filles à l'adolescence. Parce qu'on va leur parler de tsniout, de machin, de ceci, de cela, mais à l'intérieur, s'il n'y a pas d'estime d'elles-mêmes, ça ne va pas marcher. D'accord? Vous comprenez? Donc, et en fait, moi, j'ai surtout des séries de cours. Et je ne vais que dans un endroit où il y a une régularité. Pourquoi? Parce que si c'est un cours ponctuel, tu es parti à Beth Shemesh, tu es parti à Hadera, d'accord, super, ça fait classe, tu as une affiche avec ton nom dessus et tout, mais est-ce que vraiment les gens, ça les a transformés?
Moi, j'ai pas le sentiment. J'ai pas le sentiment. D'accord? Il dit le Maharal, il explique que en fait, la construction d'un homme ressemble à la construction d'un arbre. En fait, il y a trois cercles concentriques qui sont présents chez chacun de nous. Il y a les racines. C'est quoi les racines? C'est Ben Adam les Atzmo. C'est l'homme vis-à-vis de lui-même, comme je vous ai expliqué au début du cours. L'homme vis-à-vis de lui-même, c'est la relation qu'il a à son cœur, à son propre cœur, à ses sentiments, à sa tête, à sa réflexion, cette fameuse capacité de réfléchir, cette fameuse capacité à avoir du recul sur soi-même, cette fameuse capacité à essayer de ne pas être biaisé, à essayer d'avoir une certaine honnêteté intellectuelle. C'est ça la base, c'est les racines. Et d'ailleurs, il dit le Maharal, il dit les racines, on ne les voit pas. Parce que c'est tellement la base, c'est tellement que c'est pas quelque chose que tu vas voir de prime abord. C'est caché, c'est ancré. S'il a des racines bien ancrées, alors il va y avoir le tronc et les branches. C'est quoi? C'est ce qu'on commence à voir de la personne. C'est midot, la manière dont elle est construite, la manière dont elle va s'exprimer, la manière dont elle va se relationner aux autres, etc. C'est Ben Adam la Chavero. Et enfin, le troisième, c'est les fruits. C'est Ben Adam la Makom, c'est le lien avec Hachem. Le lien avec Hachem, c'est il va s'implanter à partir de la construction personnelle de l'individu. D'accord? Et c'est pour ça, comme je dis, que moi, je privilégie beaucoup parce que je pense que très souvent, dans les cours, on est sur les fruits et c'est magnifique, il faut aller sur les fruits. Mais allons déjà en prime abord dans les racines parce que si les racines, elles sont bien implantées, alors tout le reste va se mettre à fleurir. D'accord? Et c'est pour ça d'ailleurs que je pousse mes élèves à enseigner. J'ai un cours du lundi soir sur le Chetraïl. C'est vraiment un cours. C'est pas en fait c'est au-delà d'une étude de texte, c'est vraiment un cours de ce qu'on appelle la Hashkafa, vraiment la perception de la vie, la perception des choses, la perception de soi-même. Et moi, voilà, je l'épouse, je leur dis, bah là, toi, tu es à Herzliya, je veux que maintenant tu fasses un cours à Herzliya sur le chez Trade. Voilà, Rachel, vous êtes à Strasbourg, voilà, j'attends toujours. Alors, il y en a qui se sont lancés d'ailleurs, et c'est extraordinaire, je vois les affiches, il y en a une qui donne cours au Maroc, à Casablanca, sur les chez Trade, et waouh, ça me fait plaisir, parce que voilà, c'est ça. À Midou Talmideh B, eh ben, il y a quelqu'un à qui tu as donné la possibilité de transmettre le contenu que toi tu as transmis. C'est extraordinaire. D'accord? Ve'asu sayag la Torah, fait des barrières, fait des barrières. Alors, ok, je vais vous expliquer. Donc, nous avons deux responsabilités en tant que parents, en tant qu'éducateurs, comme je l'ai dit, en tant qu'influenceurs, d'accord? Parce qu'on est tous influenceurs, bon, dans le sens vrai hein, du terme. Euh, Quand on veut faire grandir les gens dans la construction de soi, la construction spirituelle, nous avons en fait deux démarches. La première, surtout en tant que parent, c'est d'associer la Torah à des sensations positives. D'accord? Première chose en tant que parent. C'est-à-dire qu'en fait, le climat avec lequel on va transmettre les valeurs, c'est ça ce qui va faire que les enfants vont retenir nos valeurs. D'accord? C'est la base de l'éducateur, la base du judaïsme, la base. Regardez, qu'est-ce qu'on fait pour Pessah? On transmet pas la sortie d'Égypte d'une manière, comment ça s'appelle, austère ou, ou théorique, mais on est tous ensemble autour de la table. On mange la matzah, on fait bibilou, on fait etmol, il y a le maror, il y a l'afikoman, il y a toute une ambiance. Bon, à la fin, il y a le msouki, bien sûr. Ça, c'est pour les Tunisiens, mais bon, après, je sais qu'il y a la soupe de fèves, je crois, pour les Marocains. Bon, et regardez comment notre calendrier, il
il dégorge de fêtes même de sensations, de goûts qui sont relatifs à la fête. Vous voyez là, dans 10 jours à peine, c'est tout Bishvat. En plein hiver, on va fêter les fruits. Comment on transmet Pourim, le rapport à nos ennemis. Pourtant, ça pourrait être déprimant. Ils ont voulu nous détruire. Et ben finalement, qu'est-ce qu'on fait? On se déguise, on amène des mishloach manot, on fait un festin. Et c'est incroyable. Ça veut dire que, en fait, vous remarquerez que tout le calendrier juif, il tourne autour, avant tout, de sensations. Pourquoi? Parce que la sensation est vecteur de passation. OK? Où est-ce qu'on apprend ça? Eh bien, on apprend ça d'ailleurs dans les sources les plus anciennes de notre Torah. Premièrement, dans la paracha du Hakel, alors je ne sais plus c'est quel paracha, en tout cas c'est dans le Sefer Devarim, lorsqu'on nous parle du Hakel, regardez comment on nous présente les choses. C'est écrit comme ça, que donc, une fois tous les 7 ans, le roi d'Israël devait réunir hommes, femmes et enfants, sortir le Sefer Torah et lire certains passages du Sefer Torah devant tout le monde réuni. Il fallait qu'il y ait hommes, femmes, enfants. D'accord? Et Rachi vient et nous dit, pourquoi amener les jeunes enfants? Et il répond, pour donner du mérite à ceux qui les ont emmenés. Sur ce Rachi, et on a un commentateur qui vient et qui explique. En fait, quand le petit, il vient et il est blotti dans les bras chaleureux de sa maman et qu'il écoute les divrei Torah, eh bien, il y a un intérêt constructif très puissant. Pourquoi? Parce qu'en fait, la Torah, les paroles de Torah qu'il entend, s'inscrivent en lui en étant associées avec les bras chaleureux de sa maman. Et il termine en disant, ainsi, quoi qu'il en soit, c'est-à-dire malgré toutes les tribulations de la vie, il reviendra toujours à la Torah, car la Torah lui rappellera le languissement qu'il a pour sa maman. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que, en fait, en faisant ce qu'on appelle des associations, ou des associations, ou même un conditionnement, eh bien, on imprime dans le nefesh de l'enfant ou de l'éduquer une prédisposition positive à la Torah. Cette personne-là se dit, ah, c'est marrant, ça me rappelle quelque chose de positif. Je veux encore, je veux encore écouter, je veux encore progresser. Je veux. Pourquoi nos enfants, ils sont férus de Pessah, ils attendent Pessah? À cause de toute l'ambiance qui entoure. Pourquoi ils attendent Hanouka? À cause de toute l'ambiance qu'il y a autour. Comment c'est possible qu'il y a autant ouais, d'engouement autour de nos fêtes? Parce qu'il y a toute cette ambiance autour. Et bien, toute la Torah, eh bien, elle doit être transmise comme ça. C'est la raison pour laquelle, justement, dans Pirkei Avot, dans le chapitre prochain, on nous parle de Rabbi Yoshua ben Hanania. Et on nous dit que depuis petit, il aimait la Torah. Pourquoi? Eh bien, nos sages nous expliquent parce qu'en fait, sa mère, elle prenait le petit nourrisson et elle allait au Beth Midrash. Et là-bas, elle le laissait écouter les paroles de Torah et en même temps, elle l'allaitait, bien sûr, discrètement. Et en fait, par cette intelligence de cette mère, elle a su créer une association positive entre l'atmosphère agréable, qui est les bras de sa maman, la tétée, qui est un moment très privilégié entre la mère et son bébé, et la valeur, qui est le Limouda Torah. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. Première chose qu'on a pour transmettre la Torah, c'est de créer une atmosphère positive autour de ces valeurs. Mais la deuxième, bien sûr, c'est un ancrage. Ouais, bravo Pascal. En psychologie, on appelle ça des sensations ou carrément un conditionnement. Évidemment, Chas v'shalom, on peut créer un conditionnement négatif. C'est-à-dire que si la Torah est amenée dans les cris, dans les reproches, dans les critiques, dans les plaintes, dans le fait de faire la tête, etc., alors malheureusement, on peut créer chez l'enfant une prédisposition négative vers les valeurs de la Torah.
D'accord? C'est la raison pour laquelle il faut faire très attention dès qu'il y a on voit que, par exemple, dans l'établissement scolaire, les choses sont mal amenées, et ça peut arriver, il faut réagir. Soit essayer de changer les choses, soit, je vous dis, moi, carrément, il y a eu un moment où j'ai dû changer un de mes enfants d'établissement, euh, notamment à cause de ça, parce qu'elle commençait à tourner en mépris tout ce qui était les valeurs que je voulais lui transmettre. Parce que c'était très, très mal amené. C'était amené dans la honte, dans l'angoisse, dans les... Voilà. Donc, ça n'allait plus du tout, en fait. Et je me suis dit, mais c'est exactement le travail inverse que ce que je veux faire. Et mon mari, à un moment, il lui a même dit cette chose-là. Il lui a dit, euh, il lui a dit, ta mère et moi, on a grandi dans les écoles publiques. Donc finalement, on n'a pas eu ce que toi tu as vécu parce que bah, nous, la première fois qu'on allait à la synagogue, c'était le rabbin, il était trop content de nous recevoir, il était hyper chaleureux, hyper positif. Il disait, ah, les élèves du lycée, ils viennent enfin à la synagogue. Donc tout était dans le kiff absolu. Mais il a dit, toi, ma fille, finalement, tout ce que nous, on a découvert dans la joie, toi, tu le découvres dans des sensations négatives, ça va pas du tout. Et c'est là qu'il lui a dit, voilà, tu peux plus retourner dans cette école. Pourtant, on a essayé. Hein. C'est pas, on n'a pas pris la décision du jour au lendemain. Mais il y a un moment où tu te dis, bah non, s'il me sabote mon travail de passation de valeur dans la simra et voilà, dans la joie, et il me le sabote mon travail, je peux plus coopérer là. Il y a un moment, c'est plus possible. D'accord? Pour vous dire à quel point c'est quelque chose de tellement fondamental dans le Ham Israël, parce que c'est le vecteur de passation. D'accord? Voilà. Et Assos Hayag la Torah, eh bien, c'est que, et oui, il y a la joie, la simra, toute cette passation, etc. Mais il y a des règles. Il y a des règles. Et pas tout est ce qu'on appelle bénéimout, c'est-à-dire pas tout est sympa, cool, joyeux, agréable, etc. Il y a des moments où euh, il faut mettre certaines règles, même si c'est pas forcément agréable. D'accord? Donc, je suis désolée, mais tu ne sors pas habillée comme ça. Je suis désolée, mais je ne préfère pas que cet ami vienne à la maison. Non, c'est pas possible. Tu ne dois pas sortir de tels mots de ta bouche. Point. Point. Le point est très important. Je n'ai même pas besoin de me justifier. Point. Et je vais vous dire, plus nous, on est ferme dans ce en quoi on croit, moins les enfants font des problèmes. Je ne sais plus si vous avez déjà raconté cette histoire que moi, j'adore. C'est l'histoire de cette femme qui se retrouve dans un supermarché aux États-Unis et qui voit donc elle voit une femme de couleur qui n'appartient pas à la communauté puisqu'elle connaît tous les gens de la communauté juive de son quartier et elle voit cette femme qui visiblement n'est pas juive et il y a son enfant à cette femme qui dit Mamie, mamie, maman, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et il lui montre un paquet de gâteaux. Et la femme, elle lui répond, No, there's no way. It's not kosher. C'est impossible. Pourquoi? Ça n'est pas cachère. Et la femme juive lui dit, Waouh, incroyable, tu fais partie de notre communauté ou tu habites dans les parages. Elle va pour faire sa connaissance. Et l'autre femme lui dit, No, I'm not Jewish. Genre, je ne suis pas juive. Elle lui dit, mais tu viens de répondre à ton fils, it's not kosher. Et d'ailleurs, dès que tu lui as dit, il a arrêté de négocier. Alors la femme lui a répondu, ah non, c'est parce que moi je vois ça chez les femmes juives. Dès qu'elles disent it's not kosher, les enfants, ils arrêtent de négocier. Et plus nous, en fait, on est sûr de nous, genre, bah, écoute, évidemment, mais enfin, c'est Shabbat. Alors, l'enfant qui te fait des problèmes toute la journée, qui veut toujours négocier, tu lui dis, c'est Shabbat. Il dit ah ok. Et il enlève le doigt devant le bouton et il monte 7 étages à pied sans broncher. Mais c'est incroyable. Moi je me rappelle, un de mes enfants, il avait reçu un cadeau.
vendredi après-midi, le temps, c'est de trouver les piles. Vous connaissez ça? Attends, on va trouver les piles. On a retourné toute la maison jusqu'à avoir, je sais plus, les 5 piles, la bonne taille, qui marchent et qui ont de l'énergie. Et il a mis ses piles, mais genre 5 minutes avant Shabbat. Et là, donc il a commencé à peine à jouer. Maintenant, il a attendu toute la journée pour jouer. Je fais, ah chérie, allez vite, vite, on va allumer les bougies de Shabbat, tu dois poser ce jouet. Il l'a posé. Je dis, mais et, et nous, ça nous a paru le plus normal du monde, genre, mais c'est normal. Mais remets ça dans un autre contexte. Genre, l'enfant, il a reçu son jouet il y a 5 minutes, il a sué pour pouvoir y jouer. Là, tu dis, ah, mais tu dois attendre 25 heures pour le faire. Ah, ouais, pourquoi? Parce que c'est Shabbat. Ah, ok. C'est-à-dire qu'en fait, plus toi, t'es ferme dans tes règles, plus, genre, en fait, tu lui passes bah, justement le conditionnement que, bah, en fait, cette barrière-là, on la passe pas. D'accord? C'est-à-dire que plus nous-mêmes, on est ferme intérieurement et plus les enfants, en fait, vont être forts par rapport aux mêmes principes qu'on leur transmet. C'est pour ça que je vous dis que le point est très important. Non, on ne fait pas ça, point. Parce que dès qu'on commence à justifier, alors là, il se dit, ah, elle n'est pas tellement sûre d'elle-même. Alors quand dit, non, c'est Shabbat. Non, it's not kosher. Bah non, tu peux pas manger un Kinder, tu as mangé un schnitzel il y a 1 heure. Ah, ok. C'est incroyable. C'est hallucinant. D'accord? Donc, il y a des barrières. Il y a des barrières. Et mon mari, il a donné ce petit ridouche. Il a dit, donc, il y a en fait dans la Torah 2 types de barrières. Dans le Sefer Devarim, on nous parle de Ma'aké. Alors, Ma'aké, c'est une barrière physique. Par exemple, sur un toit, il y a un Ma'aké. Je ne sais pas comment on dit en français un Ma'aké. Une rambarde. Rambarde, voilà, c'est ça. Et puis là, c'est Sayag. Sayag, c'est une barrière un peu plus floue. Sayag, c'est une haie, H-A-I-E, une haie. Alors, en fait, mon mari l'a expliqué comme ça, il a dit, en fait, le ma'aké, c'est quelque chose que physiquement, on peut pas passer. La rambarde, on ne peut pas la passer. La rambarde dans le métro, voilà, il a donné cet exemple. Il a dit pour pouvoir passer son Navigo, bah, tu as une vraie rambarde, un Maaké. C'est-à-dire que même si tu veux la passer, tu vas pas y arriver. Ça, c'est vraiment les règles qu'on donne à nos enfants, du style non, tu n'auras pas de smartphone. C'est point. Je ne veux pas mettre cet objet en ta possession. C'est-à-dire que même si tu montes, tu descends, ça ne fera pas partie de ton existence tant que tu te trouves sous le joug parental. Voilà. Et puis, tu as les sayags. Le sayag, c'est concrètement, il dit, bah, dans le métro, ça représente quoi? Ça représente les petits, vous savez, quand les rails, et à droite, il y a, comment on appelle ça, je perds mon français. Là, là, on se trouve, la voie, la voie. Euh, et en fait, il y a des petits points comme ça qu'on sent sous nos chaussures. Bah, concrètement, là, c'est pas qu'une barrière complètement physique. Ça veut dire que si tu veux la passer, il n'y a rien qui t'en empêche. Mais tu n'as pas envie de le faire. Alors ça, c'est quand on en arrive à Amidout al-Midlima Arbe, c'est-à-dire que la personne, elle est amide, elle est construite. Elle dit, ouais, je sais que je peux le faire. Concrètement, je pourrais faire cette bêtise. Concrètement, je pourrais avec ma copine faire ça, ça, ça. Il n'y a rien qui m'en empêche. Il suffit juste de détourner un peu, ou alors maman n'est pas là, ou papa n'est pas là. Mais quoi? Intérieurement, non, je ne veux pas le faire. Ça me dit même pas de passer cette chose-là, même si physiquement je pourrais. Mais je peux pas. C'est moins épais, mais c'est beaucoup plus profond. Et c'est à ça qu'on doit arriver. Parce que nos enfants, jusqu'à quand ils sont sous le joug parental? Il y a un moment où, voilà, ils prennent leur indépendance. Donc c'est pour ça que on doit les former, on doit les aider à se construire, on doit leur donner des clés, des outils pour se construire, on doit les aider à aller au bout de leurs réflexions. Mais surtout, en fait, on doit faire en sorte que les barrières extérieures qu'on leur a données deviennent des barrières intérieures. C'est ça le but.
savez, moi je dis très souvent que je suis incapable de dire un gros mot. Je ne peux pas le sortir parce que chez moi, c'était interdit. Mais, et puis surtout, voilà, comme je vous ai dit, j'ai grandi avec des phrases du style, on n'est pas des gens ordinaires. Donc, je ne peux pas dire les gros mots. Si je veux répéter un gros mot qu'on m'a dit, je suis obligée de l'épeler. Donc, c'est ridicule. Je veux dire, maintenant, t'es adulte, tu peux dire, tu peux répéter un, mais concrètement, je vous assure, je ne veux pas faire la fille à l'ancienne. Je ne peux pas. Ça ne me sort pas de la bouche. Donc, ça, c'est ça, c'est les maquets. Ok, physiquement, on a mis ça comme règle. On a fait rentrer, on fait attention. Il n'y a pas d'écran. Ou alors, il y en a, mais c'est limité. Il y a un filtre Internet, il y a ceci, il y a cela. Parce qu'on a une responsabilité en tant que parent, en tant qu'éducateur. On ne fait pas tout rentrer. Oh, ça va, c'est bon. Il va faire. Bah, t'inquiète pas, de toute façon, tout le monde y est confronté. Mais comment ça, tout le monde est confronté? Le pauvre, le petit, il est dans sa chambre. Il est 23 heures. Il a 14 ans. Il est avec un Internet sans filtre. Wouh! Allô? Il y a des maquets. Mais en même temps, on doit les former pour que ces maquets deviennent des saiyaks. C'est-à-dire qu'en fait, arrive un moment où, de toute façon, lui, je veux dire, il va grandir, il va pouvoir le faire. Mais non, ça lui vient même pas à l'esprit. Comme le It's not kosher. It's not kosher, tu dis, bah, même s'il a grandi, finalement, il peut manger ce qu'il veut, mais il va garder le It's not kosher. Pourquoi? Parce que comme je vous dis, on a fait tout ce travail d'amener ça par des sensations positives, par des règles, par aussi une estime de soi, par le fait de les aider à se construire. Et donc, en fait, la personne, quand elle se retrouve face justement à tous ces défis, exactement comme c'est Anshek Neset Agdola, finalement, qu'est-ce qu'il faisait à cette époque-là? Comme je vous ai dit, le peuple juif allait repartir en exil, le peuple juif ne pouvait plus transmettre la Torah comme c'était possible avant, puisqu'il y avait beaucoup de persécutions, notamment de persécutions des Grecs, puis des Romains, et que le peuple, il n'y a plus de prophétie, donc il n'y a plus accès à la parole divine. Donc en fait, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Eh bien, ils sont en train de préparer le peuple juif à son futur. Tout comme nous, en tant qu'éducateurs, on doit préparer nos enfants au futur. Tout comme je vous ai dit, les élèves qu'on a sur le terrain, parce qu'on est tous et toutes, voilà, le rabbin ou la rabbinite de quelqu'un, et bien finalement, ce qu'on veut, c'est leur donner les clés pour pouvoir justement avoir une gestion de vie saine et construite. D'accord? Donc c'est ça en fait, c'est ça le but. Voilà. Bon, finalement, j'ai fait que expliquer les trois paroles, mais je pense que de toute façon, c'était ça l'essentiel. La semaine prochaine, je vais voilà, vous expliquer rapidement qu'est-ce que signifie l'introduction de ce Pirkei Avot, et j'espère qu'on pourra embrayer très rapidement sur la Mishnah numéro 2. Voilà. Je vous souhaite un bon dimanche et dites-moi si vous avez des questions.